humilié, à Noël. Mon père, on aurait préféré que tu ne naisses jamais. Ma réponse, avant de partir, considérez-moi comme mort, 30 minutes plus tard, le chaos. Ceux qui l'ont trouvé les a anéantis. La nuit où mon père m'a effacé s'est déroulée par une froide soirée de Noël en 2023, dans une banlieue calme et huppée des Yvelines, près de Versailles. J'étais dans le même salon où, enfant, j'avais ouvert mes cadeaux et appris très tôt à prendre le moins de place possible. Je me tenais au bord de la pièce, un gobelet en carton de vin chaud réchauffant mes paumes, écoutant la voix de Tino Rossi s'échapper doucement des enceintes dissimulées, regardant près de 200 personnes remplir la maison de mes parents de rire, de parfums et de conversations polies. Des amis de la paroisse. Des cousins éloignés. Les relations d'affaires de mon père. Des gens qui connaissaient notre famille depuis des décennies et croyaient encore que nous étions dignes d'admiration. Je suis Valérie. J'avais 32 ans ce soir-là. Je travaillais comme analyste en cybersécurité pour le ministère des Armées. Pas de combat. Pas de gloire. Juste de longues heures, des systèmes sécurisés, une responsabilité silencieuse. Pour mon père, c'était un travail invisible. Pour moi, c'était de la survie. La maison ressemblait à une page de magazine de décoration. Des guirlandes lumineuses blanches enroulées autour de la rampe d'escalier. Un sapin immense brillant dans un coin, orné de décorations collectionnées depuis 40 ans. Maman avait passé des semaines à planifier la soirée, à astiquer l'argenterie, à répéter ses sourires. L'odeur de la dinde rôtie, de la cannelle et du sapin emplissait l'air. Partout où je regardais, les gens félicitaient ma sœur aînée, Justine. Ils lui touchaient le bras. Se penchaient vers elle. Souriaient comme si elle venait de franchir une ligne d'arrivée invisible. Justine se tenait près de la cheminée dans une robe verte ajustée, ses cheveux parfaitement bouclés, acceptant les louanges avec l'aisance de quelqu'un qui s'était entraîné pour ce moment toute sa vie. Les gens répétaient à quel point mes parents devaient être fiers maintenant qu'elle entrait dans le monde juridique. Personne ne mentionnait qu'elle avait passé des années de plus que prévu à la fac de droit. Personne ne mentionnait les échecs aux examens ou la nature temporaire de son nouveau poste de stagiaire. Rien de tout cela ne comptait. Ce qui comptait, c'était le titre. L'histoire. L'apparence. Mon père était dans son élément. Il évoluait dans la foule comme un hôte et un juge tout à la fois, riant bruyamment, tapant dans le dos des gens, racontant encore et encore la même histoire sur l'avenir brillant de Justine et les sacrifices que notre famille avait fait pour l'y amener. Chaque fois qu'il disait notre famille, son regard glissait sur moi comme si je faisais partie des meubles. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous demander quelque chose. Que faites-vous en ce moment même en écoutant ceci? Êtes-vous en train de plier le linge? Bloqué dans les embouteillages? En train de boire votre café du matin? Ce soir-là, je me tenais dans ma maison d'enfance, entouré de gens qui aimaient la version de ma famille qui ne m'incluait jamais, et je n'avais aucune idée que dans quelques minutes, tout allait se briser. Mon père a fini par taper sur son verre avec une cuillère, le tintement aigu coupant le brouhaha. La pièce s'est tue. Les gens se sont tournés vers lui, souriant, dans l'attente. Maman s'est avancée près de lui, sa main posée légèrement sur son bras. Justine s'est rapprochée, rayonnante. Il s'est éclairci la gorge et s'est lancé dans un discours sur les valeurs familiales, sur l'héritage, sur l'importance d'investir dans le bon avenir. Il a parlé de sacrifice. Il a parlé de fierté. Il a dit que Justine était la preuve que le dévouement portait ses fruits. Les têtes opinaient. Quelqu'un a essuyé une larme. Je fixais les motifs du tapis en comptant mes respirations. Quand les applaudissements se sont estompés, ses yeux m'ont enfin trouvé. Il m'a fait signe d'approcher. Pas fort. Juste assez pour que les personnes les plus proches puissent entendre. Je me suis avancé, sentant déjà ce serrement familier dans ma poitrine, le signal d'alarme que j'avais appris à ignorer il y a des années. Il s'est penché et a baissé la voix, mais pas suffisamment. Il m'a dit que c'était le moment idéal pour montrer mon soutien à ma sœur. Il a dit que la famille se mobilise quand c'est important. Puis il a expliqué que lui et maman avaient discuté, et qu'il pensait que le cadeau idéal pour Justine serait une nouvelle voiture. Quelque chose de fiable. Quelque chose qui reflétait son statut. Il m'a rappelé l'argent que j'envoyais à la maison depuis des années, les économies que maman gardait pour moi. Il a dit qu'il était temps que je l'utilise correctement. Je me souviens du calme que j'ai ressenti à ce moment-là.
Pas de l'insensibilité. Du calme. Je lui ai dit doucement que je n'allais pas faire ça. J'ai dit que j'avais des projets pour cet argent. J'ai dit que Justine était une adulte et pouvait célébrer sa réussite sans mes économies. L'atmosphère a changé. Il s'est redressé, la mâchoire serrée. Sa voix est montée. Il a dit que j'avais toujours des excuses. Il a dit que je ne comprenais jamais comment fonctionnait le monde réel. Puis il l'a dit, juste là, devant Dieu, le sapin de Noël et la moitié de la ville. Il a dit que seuls les gens inutiles s'engageaient dans l'armée. Que si j'avais eu une véritable ambition, j'aurais choisi une meilleure voie. Quelques personnes se sont agitées, mal à l'aise. Quelqu'un a ri, pensant que c'était une plaisanterie. Je n'ai pas répondu. Je suis resté là, planté dans ses yeux. C'est alors qu'il a porté le coup de grâce. Il a dit que lui et maman auraient souhaité que je ne sois jamais né. La pièce s'est figée. Je peux encore le voir. Une femme près de la cuisine s'est arrêtée, sa coupe à mi-chemin des lèvres. Quelqu'un a laissé tomber une serviette. La musique continuait de jouer, joyeuse et déplacée. Justine fixait le sol. Maman n'a rien dit. Sa main est restée sur son bras. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas argumenté. J'ai souri. Pas un grand sourire. Juste assez. J'ai fait un pas en arrière. J'ai dit, lentement, clairement, qu'il devrait me considérer comme morte. Puis je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a appelé mon nom. J'ai attrapé mon manteau sur le porte-manteau, senti l'air froid de la nuit frapper mon visage, et je suis sorti sans me retourner. La porte s'est refermée derrière moi, étouffant la musique, scellant le moment. Je suis resté assise dans ma voiture pendant un long moment, les mains posées sur le volant, regardant la maison briller à travers le pare-brise. Ce n'était pas une réaction. C'était une décision. Et c'était le moment où j'ai cessé d'être la fille qui payait et se taisait. Je ne savais pas encore ce qui allait suivre. Je savais seulement que quelque chose avait pris fin, et que je n'allais plus le porter avec moi. Mais les fins n'existent pas sans commencement, et alors que je m'éloignais de cette maison, mon esprit ne cessait de me ramener à l'année où tout avait basculé silencieusement. 2016. C'était l'année où j'avais arrêté d'essayer de m'expliquer et commencé à essayer de survivre. J'avais 25 ans à l'époque, debout dans un bureau beige d'un bâtiment administratif à Rennes, tenant un dossier cartonné avec mon nom dessus. Valérie Dumont. Analyste en cybersécurité. Mission de soutien. Ministère des Armées. L'intitulé du poste ne semblait pas impressionnant pour la plupart des gens. Il n'y avait pas d'uniforme bardé de médailles, pas d'histoire de déploiement dramatique, pas de photos dignes d'être encadrées. C'était de longues journées à fixer des écrans, à traquer des menaces que personne ne voyait jamais, à s'assurer que les systèmes tenaient bon pour que d'autres puissent dormir la nuit. Pour moi, cela semblait stable. Honnête. Mérité. Pour mon père, cela ressemblait à un échec. Je me souviens avoir appelé à la maison après avoir reçu mon affectation. J'étais assise au bord d'un lit étroit dans mon premier appartement, les murs encore nus, mon téléphone pressé contre l'oreille. Je lui ai dit que j'avais été placé au commandement de la cyberdéfense. Je lui ai dit que je travaillerais en soutien, pas au combat. J'essayais de paraître fier. Il s'est tu une seconde, puis a laissé échapper un petit rire bref. Il a dit que ce n'était pas la vraie armée. Il a dit que n'importe qui pouvait s'asseoir derrière un ordinateur. Il a dit que si j'avais de l'ambition, j'aurais fait quelque chose que les gens respectent. Je me souviens avoir serré le téléphone plus fort, fixant la moquette, me disant que c'était juste sa façon d'être. C'était l'excuse que j'utilisais toujours. C'était juste sa façon d'être. Maman a pris la ligne ensuite. Elle a demandé si j'étais en sécurité. Elle a demandé si je mangeais assez. Puis elle a posé des questions sur l'argent. Elle a dit que ça aiderait si j'envoyais un peu d'argent à la maison, juste le temps que les choses se tassent. Justine était encore à l'école. Les frais de scolarité étaient élevés. Il y avait des dépenses. J'ai dit oui sans hésitation. C'est devenu le modèle. Chaque mois, un virement. Parfois plus que ce que j'aurais dû envoyer. Parfois de l'argent que j'avais prévu d'économiser. Ma solde de base. Mes primes.
Même une partie de ce que je gagnais lors des rotations de soutien opérationnel. Maman disait qu'elle le gardait en sécurité pour moi. Elle disait que c'était mieux ainsi. Je l'ai cru. Ou peut-être que je voulais la croire. À l'époque, je pensais encore que la famille signifiait le sacrifice partagé. Je ne comprenais pas encore que j'étais la seule à me sacrifier. Justine était déjà le centre de tout à ce moment-là. Elle avait commencé la fac de droit avec assurance et l'avait laissée en miettes. Les années s'étiraient. Les années redoublaient. Les examens ratés. Rien de tout cela ne semblait compter à la maison. Chaque revers était la faute de quelqu'un d'autre. Le jury était injuste. Les professeurs avaient des préjugés. Le système était cassé. Il répétait ses explications comme des faits. Chaque fois que quelqu'un demandait comment allaient ses filles, sa voix changeait selon le prénom qu'il prononçait en premier. Avec Justine, ses épaules se redressaient. Ses mots devenaient polis. Il parlait de son avenir dans le droit, de combien elle travaillait dur, de sa fierté. Avec moi, s'il s'en souvenait tout court, il disait que je travaillais avec des ordinateurs. Ou il disait que j'étais fonctionnaire dans l'armée. Pas de détails. Pas de fierté. Juste assez d'informations pour passer à autre chose. Je le remarquais partout. À l'église. Aux réunions de famille. Au dîner avec ses amis. Justine était la promesse. J'étais l'oubli. Il y a eu un repas de famille, quelques années après mon engagement, qui m'est resté en mémoire. Il découpait le rôti pendant que les gens s'entassaient dans la cuisine. Quelqu'un a demandé ce que je faisais maintenant. Avant que je puisse répondre, il a agité légèrement son couteau et a dit « Elle fait toujours son truc d'informatique ». Puis il s'est tourné vers Justine et l'a interrogée sur ses cours, ses professeurs, ses projets. Je suis resté là, tenant un torchon, me sentant rétrécir. Je n'ai pas parlé. Je ne le faisais jamais. C'était le rôle que j'avais appris à jouer. La silencieuse. La fiable. Celle qui envoyait des euros et gardait ses opinions pour elle. Je me disais que c'était de la maturité. Je me disais que c'était de l'amour. Je me disais qu'un jour, cela s'équilibrerait. Quand Justine a raté l'examen du barreau la première fois, c'est moi qui l'ai appelée. Je lui ai dit que cela ne la définissait pas. Je lui ai dit qu'elle recommencerait. Il m'a à peine parlé cette semaine-là, mais j'ai quand même envoyé de l'argent. Quand elle a échoué à nouveau, maman a pleuré au téléphone et a dit que c'était une période si difficile pour la famille. J'en ai envoyé plus. Personne n'a jamais demandé quelle période je traversais. Il y avait des nuits dans mon appartement où je comptais mon solde restant et me demandais si j'étais idiote. Puis j'imaginais la voix de maman me disant que c'était plus sûr avec elle. J'imaginais qu'elle disait que la famille passait avant tout. Je me suis convaincu que la loyauté signifiait l'endurance. La vérité était plus simple et plus dure. Je payais pour appartenir. Je le vois maintenant, mais à l'époque, je ne remettais pas cela en question. Je me disais que mon travail était silencieux parce qu'il devait l'être. Que ma contribution était invisible parce que c'est ainsi que fonctionnent les systèmes. On ne les remarque que lorsqu'ils échouent. Lui ne remarquait que l'échec. Il ne l'a jamais dit ouvertement avant ce soir de Noël, mais le message avait été là tout le long. Mon travail ne méritait pas d'être célébré. Mon effort ne méritait pas de reconnaissance. Mon existence n'était acceptable que tant qu'elle était utile. Plus je donnais, moins on me voyait. Avec le recul, les signes étaient partout. La façon dont les décisions étaient prises sans me consulter. La façon dont les projets étaient annoncés après coup. La façon dont mon argent était discuté comme l'argent de la famille, tandis que mes opinions étaient traitées comme optionnelles. J'ai confondu obligation et amour. Je pensais qu'être nécessaire signifiait être valorisé. Cette nuit de 2023 n'a pas changé ma vie. Elle l'a révélée. Elle m'a montré la vérité que j'évitais depuis 2016. Que j'avais confondu le devoir avec l'appartenance. Que j'étais restée silencieuse parce que c'était plus facile que d'affronter ce que parler pourrait me coûter. Alors que je conduisais dans les rues sombres loin de la maison de mes parents, la neige commençant à tomber légèrement contre mon pare-brise, j'ai compris quelque chose que je ne m'étais jamais permis de dire à haute voix. Je n'avais pas été une fille dans cette famille. J'avais été une ressource.
Et on attend des ressources qu'elles se reconstituent une fois épuisées. Cette réalisation est restée avec moi alors que je conduisais vers mon appartement cette nuit-là, la neige devenant plus lourde, les routes plus calmes que d'habitude. Je me souviens avoir serré le volant, ressentant un étrange mélange de soulagement et de chagrin allant et venant par vagues. C'est une sensation étrange quand l'histoire que vous vous racontez depuis des années cesse soudainement de tenir debout. C'est comme découvrir que vous marchez en boitant sans l'avoir jamais remarqué jusqu'à ce que quelqu'un vous le signale. Vous ne pouvez plus l'ignorer une fois que vous savez que c'est là. Mon téléphone a vibré sur la console à côté de moi. Je n'ai pas regardé, mais je connaissais déjà le schéma. Maman d'abord, sa voix tendue par l'inquiétude mais jamais dirigée vers les bonnes choses. Puis Justine, délivrant le message le plus sûr pour elle à ce moment-là. Puis papa, en dernier, prêt à recadrer tout ce qui s'était passé pour qu'il puisse rester le héros de sa propre histoire. J'ai retourné le téléphone face contre terre et l'ai laissé sonner jusqu'à ce que le son se fonde avec le bourdonnement du chauffage. Il fut un temps où j'aurais répondu. Où je me serais excusé de l'avoir mis mal à l'aise. Où j'aurais dit des choses comme c'est mal sorti ou je comprends pourquoi tu as dit ça ou j'aurais dû être plus patiente. J'avais passé des années à polir ces phrases jusqu'à ce qu'elles semblent presque crédibles. Mais quelque chose en moi avait changé dans ce salon, juste devant le sapin de Noël, la foule et les lumières. Ce n'était pas de la rage. C'était de la reconnaissance. J'ai réalisé que j'essayais de gagner une place qui ne m'avait jamais été promise en premier lieu. En 2016, quand j'ai commencé à envoyer de l'argent à la maison, je l'ai fait avec le cœur chaud. J'imaginais maman le mettre de côté pour moi. J'imaginais papa se vantant de ma discipline auprès de quelqu'un. J'imaginais Justine disant merci ne serait-ce qu'une fois. Au lieu de cela, c'est devenu attendu. Ordinaire. Une règle silencieuse que personne n'avait à prononcer parce que j'avais déjà accepté sans m'en rendre compte. Quand je suis rentré à la maison lors du premier hiver, maman m'a serré dans ses bras avec le même sourire doux qu'elle avait toujours, mais elle n'a pas mentionné l'argent. Papa a demandé combien de temps je restais, pas comment j'allais. Justine a demandé si je pouvais l'aider avec quelques frais d'inscription. Je me souviens avoir pensé que c'était juste ainsi que les familles fonctionnaient. Quelqu'un avait toujours besoin de quelque chose. Quelqu'un donnait toujours. Je ne savais pas encore que j'étais la seule à échanger des morceaux de mon avenir. Plus je restais au ministère, plus il devenait clair que d'autres personnes voyaient de la valeur dans ce que je faisais, même si ma propre famille n'en voyait pas. Des officiers me remerciaient d'avoir repéré des vulnérabilités. Des collègues s'appuyaient sur mon jugement. Il y avait des jours où je finissais mon service en sachant que quelque chose que j'avais intercepté avait protégé de vraies personnes. Mais quand je partageais quoi que ce soit de tout cela à la maison, papa inclinait la tête comme si je parlais une langue étrangère et disait que ça devait être agréable de ne pas avoir un vrai travail. De petites coupures. De petits commentaires. Des rires dédaigneux. Ils s'accumulaient, creusant quelque chose d'instable en moi. Mais dire oui encore et encore m'avait transformé en quelqu'un que je reconnaissais à peine. Quelqu'un de silencieux. Quelqu'un de prudent. Quelqu'un qui vivait à l'intérieur des lignes qu'il avait tracées. Je continuais d'espérer que l'équilibre finirait par changer, qu'à un moment donné, il me verrait différemment. Peut-être même m'apprécierait. Peut-être même m'aimerait comme ils aimaient Justine. Cet espoir m'a maintenu en place plus longtemps que la loyauté ne l'a jamais fait. Cette nuit-là devant leur maison, quand papa a dit qu'il souhaitait que je ne sois jamais né, cela ne m'a pas brisé. Cela m'a clarifié. Cela m'a montré que j'essayais de gagner quelque chose qui n'était pas à moi de gagner. J'ai repensé à chaque virement que j'avais envoyé, chaque silence que j'avais gardé, chaque moment où je m'étais faite toute petite pour rendre les autres confortables. Et pour la première fois, j'ai eu l'impression que l'histoire que je vivais s'était terminée silencieusement bien avant le soir de Noël. J'avais simplement refusé de lire la dernière page. En sortant de la voiture et en marchant vers mon immeuble, j'ai compris une chose avec une certitude absolue. Ce que j'appelais famille n'était pas du tout une famille. C'était une obligation déguisée en amour, et j'avais eu trop peur de voir la différence. Cette réalisation ne m'a pas réconforté, mais elle m'a stabilisé. Elle a donné une forme au vide et en a fait quelque chose que je pouvais enfin nommer. C'était le premier pas vers quelque chose que je ne m'étais jamais permis auparavant. Une vie qui ne tournait pas autour du fait d'être utile à des gens qui ne prenaient jamais la peine de demander qui j'étais. Cette pensée est restée avec moi le lendemain matin quand je me suis réveillé dans un appartement calme, sans obligation qui me tiraillait.
Le ciel derrière ma fenêtre était d'un gris hivernal plat, le genre qui donne l'impression que le monde entier est en pause. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait aucun message auquel je me sentais obligé de répondre, aucun emploi du temps familial autour duquel je devais m'organiser. Il n'y avait que le silence. Lourd, inconnu, mais à moi. J'ai attrapé mon téléphone par habitude. Les notifications encombraient l'écran comme des mouches. Appels manqués. Messages vocaux. Une série de SMS. Leur vue a fait se tordre et se serrer quelque chose dans mon estomac. Pas exactement de la peur. Plutôt le souvenir de la peur. Le vieil instinct d'aplanir les choses, de revenir en arrière, de m'expliquer jusqu'à ce que tout le monde se sente à nouveau à l'aise. J'ai reposé le téléphone face contre terre et me suis assise au bord du lit, respirant lentement. Je savais ce que je devais faire. Pas par colère. Pas par punition. Par survie. J'ai ouvert mes contacts et je l'ai bloqué en premier. Son numéro a disparu avec un clic discret. Puis maman. Justine. Les tantes. Les oncles. Les cousins. Chaque nom s'évanouissait comme une lumière qu'on éteint dans un long couloir. Je pensais que cela semblerait dramatique ou imprudent, mais ce ne fut pas le cas. C'était comme balayer la poussière d'une pièce qui avait besoin d'être nettoyée depuis des années. Quand le dernier numéro a quitté l'écran, j'ai attendu la vague de culpabilité que je pensais voir arriver. Elle n'est pas venue. Ce qui est venu à la place, c'est une immobilité douce, comme l'air après une chute de neige. Je suis resté avec elle, laissant le calme s'installer dans mes os. L'icône de la messagerie vocale clignotait, refusant de disparaître. J'ai appuyé dessus. La voix de maman s'est déversée en premier. Son ton était tendu, tremblant d'une déception répétée. Elle a demandé ce qui me prenait. Elle a dit que les choses que papa avait dites étaient dures mais que je devais comprendre qu'il ne les pensait pas littéralement. Elle a dit que je devrais revenir à la maison pour que nous puissions parler en privé comme des adultes. Puis, après une pause, elle m'a rappelé que je les avais embarrassés devant tant d'invités. Sa voix portait ce mélange familier d'inquiétude et d'accusation, comme si son souci n'existait que si j'admettais avoir fait quelque chose de mal. J'ai effacé le message. Le message vocal suivant était plus court. Justine, sa voix sèche et irritée. Elle a dit que j'avais surréagi. Elle a dit que tout le monde était stressé. Elle a dit que papa avait juste bu et essayait de marquer un point. Puis elle a dit quelque chose qui m'a fait rester immobile un long moment. Elle a dit que j'avais gâché sa célébration. Sa grande soirée. Son moment. Comme si mon existence lui avait volé quelque chose. J'ai effacé ce message aussi. Je n'ai pas écouté le reste. À midi, mon téléphone était devenu silencieux, comme si le monde à l'autre bout avait réalisé que je ne participais plus. J'ai fait du café. Je me suis assise sur le canapé et j'ai regardé par la fenêtre le parking en contrebas, regardant quelqu'un gratter le givre de son pare-brise. C'était une vue si ordinaire, mais elle manquerait. Cela me rappelait à quel point le monde était petit une fois que je sortais de l'orbite de ma famille. Le silence s'est étiré tout au long de la journée. Il m'a suivi pendant que je pliais le linge, répondais aux emails du travail et réchauffais un reste de soupe. Ce n'était pas paisible au début. C'était aigu, presque résonnant. Chaque fois que je passais d'une pièce à l'autre, j'entendais l'absence de quelqu'un demandant quelque chose. L'absence de quelqu'un me rappelant ce que je devais. Dans l'après-midi, mon téléphone a vibré avec un seul SMS. Pas de ma famille. D'un numéro que je ne reconnaissais pas. Pendant un moment, mon cœur a bondi, mais quand je l'ai ouvert, j'ai vu un ton familier tissé à travers les mots. C'était une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Elle écrivait que maman racontait aux proches que j'avais fait une crise. Qu'il était furieux. Que toute la famille ne comprenait pas pourquoi j'étais parti tôt. Elle m'a demandé de l'appeler. J'ai bloqué le numéro sans répondre. Cela m'a surprise de voir à quel point c'était facile. Pas parce que je m'en fichais, mais parce que j'avais enfin réalisé que l'attachement n'avait jamais été réciproque. J'avais versé des années dans des gens qui ne me tendaient la main que lorsqu'ils voulaient quelque chose pour combler un vide qu'ils ne voulaient pas combler eux-mêmes. Au coucher du soleil, je suis allé me promener autour de la résidence. L'air était vif, et la dernière lumière du jour se reflétait sur la neige entassée le long des trottoirs.
des enfants construisaient un bonhomme de neige bancal près de l'entrée, riant sans retenue. Un homme dans un lourd manteau promenait son chien derrière eux. Scène simple. Sans complication. Aucune attente attachée. À chaque pas, l'oppression dans ma poitrine se desserrait un peu plus. C'était saisissant de réaliser à quel point j'avais peu vécu ma vie pour moi-même. Combien de décisions avaient été façonnées pour éviter les conflits? Combien de choix avaient été filtrés par ceux qui maintiendraient la paix? Combien de fois j'avais fait taire ma propre voix avant que quiconque n'ait la chance de le faire? Le silence avait toujours ressemblé à une capitulation quand j'étais plus jeune. Une façon d'éviter de déclencher la colère de papa. Une façon d'empêcher maman de pleurer. Une façon d'empêcher Justine de se plaindre. Mais debout là, sous le lampadaire, mon souffle formant des nuages dans l'air, j'ai compris quelque chose de nouveau. Le silence pouvait aussi être un mur. Une limite. Un choix. Mon téléphone a vibré à nouveau quand je suis rentré. Je ne l'ai pas vérifié. Je l'ai mis dans un tiroir, je l'ai fermé et j'ai laissé le tiroir fermé. Cette nuit-là, en me mettant au lit, je suis resté immobile dans le noir, n'écoutant rien d'autre que le ronronnement de la ventilation. Pas de voix qui se dispute. Pas de message chargé de culpabilité. Pas d'exigence déguisée en inquiétude. Juste le calme. Un calme profond et stable qui semblait étrange et réconfortant à la fois. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé le silence m'envelopper comme une couverture. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur de ce que cela signifiait. Je ne le fuyais pas. Je le choisissais. Et peut-être était-ce le premier véritable acte de défiance de toute ma vie. Parce que le silence, quand il est choisi, n'est pas un vide. C'est une permission. C'est l'espace où la vérité a enfin la place de respirer. Et allongé là dans le noir, j'ai enfin compris que mon silence n'était pas une retraite face à ma famille. C'était la ligne que j'avais tracée pour protéger ce qui restait de moi-même. Mais tracer une ligne ne signifie pas que vous savez immédiatement comment vivre de l'autre côté. Le lendemain matin, le silence semblait différent. Pas effrayant, mais inconnu, comme entrer dans une pièce où je n'avais jamais eu le droit d'entrer. J'ai fait du café et je me suis tenu près de la fenêtre en regardant la vapeur s'élever de la tasse. Le monde était calme dehors. La neige recouvrait les trottoirs en couches lisses et intactes. Cela me rappelait à quel point les choses peuvent sembler paisibles en surface quand personne n'a encore marché dessus. Plus tard ce jour-là, j'ai conduit jusqu'à une petite épicerie au bout de la rue. L'acte banal de pousser un caddie dans des allées étroites m'a apaisé plus que je ne l'aurais cru. Personne ici ne savait rien de moi. Personne n'avait d'opinion sur mes choix. Personne ne me jugeait ou ne me comparait à quelqu'un d'autre. J'ai pris du pain, de la soupe et un sac d'oranges. Des choses ordinaires pour une vie ordinaire, quelque chose que j'avais rarement eu le droit de vivre sans que les attentes de quelqu'un d'autre ne pèsent sur mes épaules. Quand je suis arrivé à la caisse, la caissière, une femme plus âgée aux yeux doux, m'a demandé si je passais de bonnes fêtes. J'ai marqué une pause. J'ai été frappé par la simplicité de la question et la difficulté à y répondre. J'ai souri et j'ai dit que je m'en sortais bien. Pour la première fois depuis longtemps, les mots n'étaient pas un mensonge. En retournant à mon appartement, j'ai senti une sorte de clarté tranquille commencer à s'installer. Ce n'était pas du bonheur, et ce n'était pas du soulagement. C'était de la reconnaissance. Le genre qui ne vient qu'après avoir arrêté de fuir la vérité. J'avais passé tant d'années à essayer de gagner une place dans une famille qui ne m'avait jamais fait de place. Mon silence avait toujours été un outil pour eux, un moyen de me garder docile. Mais maintenant, pour la première fois, il m'appartenait. Cette certitude tranquille est restée avec moi les jours suivants, même si la vie essayait de me ramener vers les vieux schémas. Je gardais mon téléphone éteint la plupart du temps et me concentrais sur le travail, sur la cuisine de repas simples, sur les promenades dans l'air froid. J'essayais de ne pas penser à ce qui pouvait se passer à l'intérieur de la maison de mes parents. J'essayais de ne pas imaginer les conversations que je savais qu'ils avaient, celles remplies de déni, d'indignation et de récits dramatiques qui me peignaient comme le problème. Mais éviter les pensées n'arrête pas les conséquences réelles, et ces conséquences ont commencé à faire surface plus vite que je ne le pensais. Le premier signe est arrivé un mercredi après-midi. J'étais entré dans la salle de pause de l'immeuble où travaillait mon unité. Je faisais chauffer un reste de pâte au micro-ondes quand 2 collègues sont entrés. Ils se sont tus à la seconde où ils m'ont vu. Pas d'une manière grossière ou suspecte,
mais de la manière dont les gens se taisent quand ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils ont le droit de dire. L'une d'elles m'a demandé comment s'étaient passées mes vacances. Son sourire semblait un peu trop prudent. J'ai répondu poliment et j'ai quitté la pièce avec ma nourriture encore fumante. En retournant à mon bureau, j'ai croisé l'un des contractants civils. Il m'a lancé un regard compatissant, le genre que je n'avais jamais vu diriger vers moi auparavant. Cela a résonné comme un signal d'alarme dans ma poitrine, mais je l'ai repoussé. Peut-être que j'imaginais des choses. Peut-être que ce n'était rien. Ce n'était pas rien. Tard cet après-midi-là, mon téléphone s'est allumé avec une série d'appels manqués de numéros que je ne connaissais pas. Je les ai ignorés. Puis un SMS est arrivé d'une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis l'été. Le message était bref et tendu. Elle disait que mon père racontait aux proches que j'avais subi une sorte de rupture émotionnelle. Elle disait que maman avait pleuré à l'église et demandé aux gens de prier pour ma stabilité mentale. Elle disait que Justine avait dit à quelques amis de la famille que j'étais parti en trombe comme quelqu'un de déséquilibré. Le mot déséquilibré s'est posé sur l'écran comme un bleu. J'ai posé le téléphone et fixé mon bureau. C'était une chose qu'il soit en colère. C'en était une autre qu'il réécrive l'histoire d'une manière qui me nuisait professionnellement. Le travail au ministère, même en soutien, repose sur la confiance et la stabilité. Les rumeurs ne sont pas inoffensives. Elles vous suivent, s'accrochent à votre réputation, teintent la façon dont les gens vous voient même s'ils ne le disent jamais à voix haute. Je me suis dit de ne pas réagir tout de suite. Le silence était encore ma limite. Mais les limites ne vous protègent que si l'autre côté reste à sa place. Ma famille n'avait aucune intention de faire cela. 2 jours plus tard, le deuxième coup est arrivé. Je sortais du bâtiment après une longue journée quand j'ai remarqué une silhouette familière près de l'entrée du parking. Il portait un lourd manteau et un bonnet en tricot, mais la posture était indubitable. Épaules carrées, menton levé, l'impatience irradiant de sa posture comme la chaleur de l'asphalte. Mon père. Mon estomac s'est noué. J'ai envisagé de faire demi-tour, de prétendre que j'avais oublié quelque chose à l'intérieur, mais il m'avait déjà vu. Il a commencé à marcher vers moi avec cette foulée déterminée qu'il utilisait quand il voulait prendre le dessus. J'ai gardé ma voix égale quand je l'ai salué. Il ne m'a pas rendu mon salut. Au lieu de cela, il a dit qu'il était venu me faire entendre raison. Il a dit que j'avais embarrassé la famille. Il a dit que les gens parlaient. Il a dit que je devais arrêter d'agir comme une enfant et m'excuser. J'ai écouté sans répondre. Il s'est agité. Il a dit que mes collègues méritaient de savoir que j'étais instable avant que je ne cause des problèmes. Il a dit que quelqu'un devait les avertir. Ces mots ont traversé le vent froid et m'ont frappé comme de l'eau glacée. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé pourquoi mes collègues m'avaient regardé bizarrement. Il avait déjà parlé à quelqu'un. Peut-être pas directement, peut-être pas brutalement, mais avec sa manière typique de lâcher des allusions et de laisser les gens supposer le pire. Je suis resté là sur le parking pendant que les voitures sortaient derrière nous, les phares se reflétant sur l'asphalte mouillé. Mon père a secoué la tête vers moi, comme s'il était déçu du gâchis qu'il croyait que j'avais créé. Pas une seule fois il n'a mentionné les mots qu'il m'avait dit le soir de Noël. Pas une seule fois il n'a remis en question son propre rôle dans tout cela. Il a agi comme si j'avais simplement dysfonctionné et qu'il était venu me réinitialiser. Quand il s'est enfin éloigné, le froid semblait plus coupant qu'avant. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai laissé le chauffage tourner sans sortir de ma place. Mes mains tremblaient d'une manière que je n'aimais pas. Ce n'était pas de la peur. C'était de la clarté. Le silence m'avait protégé émotionnellement, mais il ne protégeait pas mon nom. Si je continuais à ne rien faire, les dégâts prendraient racine. Le troisième coup est arrivé discrètement le lendemain matin. Un message de Lucas, un cousin plus jeune qui avait toujours été plus observateur que les gens ne le pensaient. Il a dit qu'il savait que les choses étaient compliquées en ce moment, mais qu'il avait quelque chose dont je pourrais avoir besoin. Il a demandé si je voulais l'entendre. J'ai hésité avant de répondre par un simple oui. Il a envoyé un enregistrement vocal. L'audio était granuleux, comme s'il avait été enregistré dans une cuisine avec le bruit de la vaisselle en arrière-plan. Au début, je n'entendais que des conversations étouffées, puis la voix de ma mère, tendue et fatiguée. Elle disait qu'elle en avait fini d'essayer avec moi. Elle disait que j'avais toujours été difficile. Puis Justine est intervenue, se plaignant que j'avais gâché sa fête.
Elle a dit que j'avais un tempérament jaloux. Puis papa a parlé, plus fort que tout le monde, déclarant que s'il s'était arrêté à un seul enfant, ils s'en porteraient tous mieux. Il a dit que j'étais un fardeau depuis le jour de ma naissance. Il a dit que m'envoyer à l'armée avait été leur meilleure chance de me redresser. J'ai écouté l'enregistrement 3 fois. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'avais besoin d'accepter que je n'imaginais pas le mal. C'était réel. Documenté. Dit librement quand il croyait que personne n'écoutait. Lucas a envoyé un autre message après. Il a dit qu'il ne savait pas ce que je voulais faire, mais qu'il pensait que je méritais de savoir ce qui se disait dans mon dos. Il a dit qu'il était désolé. Je l'ai remercié et lui ai dit de supprimer l'enregistrement de son téléphone pour sa propre sécurité. J'en ai sauvegardé une copie sur le mien et l'ai verrouillé par un mot de passe. Cette vérité est restée avec moi tout le week-end, assise comme un poids au centre de ma poitrine. Je tournais en rond dans mon appartement, essayant de décider quoi faire ensuite. J'ai lavé la vaisselle déjà propre. J'ai plié du linge qui n'avait pas besoin d'être plié. Je me disais de me calmer, mais le calme n'était pas le problème. Le problème était la direction. Pour la première fois de ma vie, je ne réagissais pas émotionnellement. Je réagissais stratégiquement. Le lundi matin, je me suis réveillé avant l'alarme. Le ciel était encore sombre dehors, le genre d'obscurité hivernale qui rend tout muet et lointain. J'ai fait du café et je me suis tenu dans la cuisine silencieuse, le buvant lentement. Puis je me suis habillé et j'ai conduit jusqu'à la base plus tôt que d'habitude. Je me suis garé et je suis resté dans ma voiture quelques minutes, réfléchissant à chaque étape de ce que j'allais faire. Puis je me suis dirigé vers le service juridique. Le bâtiment était carré, avec des portes vitrées et un hall qui sentait toujours un peu le papier et le désinfectant. Je n'y étais entré qu'une poignée de fois pour des briefings standards, mais jamais pour quelque chose de personnel. Entrer semblait être comme franchir une autre ligne que j'avais autrefois cru ne pas avoir le droit de franchir. Une jeune caporale à l'accueil a levé les yeux et m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Je lui ai dit que je devais parler à un conseiller juridique concernant une affaire personnelle qui commençait à interférer avec ma situation professionnelle. Ma voix semblait plus assurée que je ne l'espérais. Elle a hoché la tête et tapé quelque chose sur son ordinateur, puis m'a dirigé vers une petite salle d'attente avec des chaises beiges et une rangée de certificats encadrés au mur. Je me suis assise et j'ai joint mes mains. Ce n'était pas une vengeance. Ce n'était pas une punition. C'était une protection. C'était la première fois que je choisissais une action non pas basée sur ce que ma famille pourrait penser ou comment elle pourrait réagir, mais basée sur ce dont j'avais besoin pour préserver ma vie. Après une courte attente, une capitaine est entrée dans le hall et a appelé mon nom. Elle m'a conduite à son bureau et m'a fait signe de m'asseoir. Son bureau était net, juste une pile de dossiers, un bloc-notes et un pot à crayons alignés. Elle m'a demandé d'expliquer la situation. J'ai commencé lentement, décrivant les événements de la fête de Noël, les mots que mon père avait prononcés devant près de 200 invités, les rumeurs que ma famille avait commencé à répandre, et l'incident où mon père s'était présenté sur mon lieu de travail. Je gardais ma voix égale, factuelle. Elle prenait des notes sans m'interrompre. Puis j'ai mentionné l'enregistrement de Lucas. Son stylo s'est arrêté. Elle a demandé si j'en avais une copie. Je lui ai dit oui. Elle a hoché la tête et m'a dit de ne pas le jouer dans le bureau, mais de confirmer son contenu. Quand je l'ai fait, elle a écouté attentivement, son expression s'aiguisant comme le font les juristes quand les faits commencent à former une ligne au lieu de points dispersés. Quand j'ai fini, elle s'est penchée en arrière dans sa chaise et m'a regardé un long moment. Elle a dit que c'était sérieux. Elle a dit que les attaques contre la réputation, l'interférence sur le lieu de travail et les allégations infondées d'instabilité mentale pourraient compromettre non seulement ma carrière mais aussi mon habilitation de sécurité. Elle a demandé quel résultat je voulais. La question m'a surprise. Personne dans ma famille ne m'avait jamais demandé ce que je voulais. Il m'a fallu un moment pour répondre. J'ai dit que je voulais qu'ils arrêtent. Je voulais que les rumeurs cessent. Je voulais que mon père ne se présente plus jamais sur mon lieu de travail. Je voulais protéger mon nom sans escalader vers quelque chose qui traînerait toute la situation sur la place publique. J'ai dit que je ne voulais pas de vengeance. Je voulais de la distance et de la sécurité. Elle a hoché la tête à nouveau, cette fois avec compréhension. Elle a dit que la voie la plus simple et la plus forte était une mise en demeure formelle.
Elle a dit que son bureau pouvait rédiger une lettre soulignant les conséquences légales d'un harcèlement continu, d'une interférence professionnelle et de la diffamation. Elle a dit que cette lettre ne serait pas bruyante ou dramatique. Elle serait officielle, professionnelle et efficace. J'ai senti quelque chose changer en moi en écoutant. Pendant des années, j'avais laissé les émotions dicter mon comportement parce que je ne voulais pas aggraver les choses. Mais la loi se fiche de la culpabilité, de la honte ou des rôles familiaux. Elle se soucie des faits, des limites et des actions. Elle a demandé si je voulais que la lettre soit adressée uniquement à mon père ou au foyer. J'ai marqué une pause. Puis j'ai dit au foyer. Parce que le silence m'avait appris que les dégâts ne venaient pas d'une seule personne. Ils venaient d'un système à l'intérieur duquel j'avais vécu toute ma vie. La capitaine a dit qu'elle rédigerait le document et qu'il serait prêt le lendemain. Elle a expliqué que je devrais signer une déclaration confirmant l'exactitude de mes allégations. Elle a dit qu'elle enverrait la lettre par courrier recommandé avec accusé de réception et par email. Elle a expliqué chaque étape clairement, sans jugement, sans hausser un sourcil à l'idée d'une fille se protégeant de ses propres parents. Quand j'ai quitté son bureau, l'air dehors semblait différent. Pas plus léger, pas plus lourd, mais plus net. Comme si le monde avait à nouveau des contours, et que je pouvais enfin les sentir au lieu de m'émousser pour maintenir une paix qui n'avait jamais existé. Je suis rentré chez moi et j'ai attendu. Le lendemain après-midi, la lettre était prête. La capitaine m'en a envoyé une copie. C'était concis et formel. Elle déclarait que le harcèlement continu, la diffamation, la propagation de rumeurs ou l'interférence sur le lieu de travail entraînerait des poursuites judiciaires. Elle interdisait à mon père d'apparaître sur mon lieu de travail. Elle documentait les incidents connus. Elle soulignait les conséquences en cas de non-respect. En la lisant, j'ai ressenti une vague inattendue de stabilité. Pour la première fois, j'avais quelque chose de plus grand que ma voix parlant en mon nom. Le système pour lequel je travaillais, l'institution que mon père avait rabaissée, était maintenant le bouclier entre nous. La lettre a été envoyée. Quelques heures plus tard, j'ai vu les notifications apparaître sur mon téléphone. Livraison confirmée. Email reçu. Puis rien. Pas d'appel. Pas de message. Pas de messages vocaux hystériques. Pas d'accusation. Juste le silence. Mais cette fois, ce n'était pas le silence de l'évitement ou du déni. C'était le silence qui suit le fait de se voir dire non par quelque chose de plus grand que soi. Ce soir-là, je me suis assise sur mon canapé avec une couverture sur les genoux, la télévision à faible volume mais s'enregistrant à peine dans mon esprit. Je pensais à la lettre voyageant à travers le système, atterrissant directement dans la boîte de réception de mes parents, perturbant le récit qu'ils avaient essayé de construire à mon sujet. J'imaginais papa la lire, réalisant que la fille qu'il traitait d'inutile venait d'utiliser l'armée dont il se moquait pour tracer une ligne infranchissable. J'imaginais maman assise à côté de lui, réalisant que leurs mots n'étaient plus des armes privées mais des faits documentés. Mais imaginer leur réaction ne m'apportait pas de satisfaction. Au lieu de cela, cela m'apportait de la clarté. J'ai enfin compris que les limites n'ont pas besoin d'être comprises pour être valides. Elles ne nécessitent pas d'accord, d'excuses ou de réconciliation émotionnelle. Elles ne nécessitent que l'application. Pendant des années, j'avais cru que si je m'expliquais assez bien, si j'aimais assez fort, si je me sacrifiais assez longtemps, alors ils finiraient par me respecter. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que le respect ne naît pas de l'explication. Il naît des conséquences. En éteignant les lumières et en me préparant à dormir, l'appartement semblait stable sous mes pieds. J'ai inspiré le calme et je l'ai laissé s'installer dans ma poitrine comme quelque chose de mérité. Je n'avais plus besoin qu'ils comprennent mes limites. Je croyais cela, et pendant quelques jours, il a semblé que le monde était d'accord. Le travail a repris son rythme habituel. Ma boîte de réception restait propre. Personne ne me regardait plus avec cette sympathie prudente. Mon nom semblait à nouveau mien, pas une rumeur passant de bouche en bouche. Je me laissais respirer, le genre de respiration lente qui atteint le fond des côtes. Puis, par un matin gris de début janvier 2024, mon superviseur m'a envoyé un court message me demandant de passer à son bureau quand j'aurais un moment. La demande était polie, ordinaire, le genre de chose qui signifiait généralement une mise à jour d'horaire ou une nouvelle tâche. Pourtant, mon estomac s'est noué alors que je marchais dans le couloir. Ce n'était pas de la panique. C'était l'instinct. La vieille partie de moi qui s'attendait à des conséquences chaque fois que je me défendais.
Son bureau était petit et bien rangé, les stores à moitié ouverts, la lumière extérieure pâle et délavée. Le colonel Mercier était là aussi, debout près de la fenêtre, les mains croisées dans le dos. Il était plus grand que mon superviseur, les épaules larges, le genre d'homme qui portait l'autorité sans élever la voix. Je l'avais vu dans des réunions et des briefings, toujours calme, toujours précis. Ce n'était pas quelqu'un qu'on surprenait par hasard. Mon superviseur m'a fait signe de m'asseoir. Je me suis assise, le dos droit, les mains posées sur mes genoux comme si j'étais évalué. Le colonel Mercier s'est détourné de la fenêtre et m'a regardé avec une expression stable qui ne penchait ni vers la gentillesse ni vers la dureté. Elle penchait vers la vérité. Il m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit oui. Il m'a demandé si quelque chose en dehors du travail causait un stress qui pourrait affecter ma performance. J'ai répondu prudemment. Je lui ai dit que j'avais géré une situation familiale pendant les fêtes, mais qu'elle était contenue. Je lui ai dit que j'avais pris des mesures pour protéger mes limites personnelles et que cela n'interférerait pas avec mes devoirs. Il a hoché la tête une fois, lentement. Puis il a dit quelque chose qui m'a asséché la gorge. Il a dit que des informations étaient parvenues à l'unité suggérant que j'étais instable, que j'avais vécu une sorte de dépression et qu'il y avait des inquiétudes quant à ma fiabilité. Il a dit que ce genre de bruit ne monte généralement pas assez haut pour toucher notre bureau, mais quand c'est le cas, il faut l'aborder. Pas parce que l'armée s'intéresse au commérage, mais parce que le travail de sécurité est bâti sur la confiance. J'ai dégluti. Je lui ai dit que ce n'était pas vrai. Je lui ai dit que je n'avais jamais été évalué pour une condition qui m'affecterait. Je lui ai dit que l'histoire était propagée par des membres de la famille qui étaient en colère parce que j'avais coupé contact. Le colonel Mercier écoutait sans interrompre. Quand j'ai fini, il a dit qu'il me croyait. Les mots ont atterri comme une main sur mon épaule. Ferme. Rassurant. Puis il a dit qu'il devait quand même suivre la procédure. Il a expliqué que lorsque des parties extérieures tentent de discréditer un militaire, surtout quelqu'un travaillant dans le cyber, l'unité doit confirmer qu'il n'y a pas de risque réel, car le travail que nous faisons ne pardonne pas les hypothèses. Il a dit que l'équipe de sécurité avait déjà ouvert une enquête discrète. Pas sur ma santé mentale, mais sur la source de la rumeur. Il a dit que les questions étaient simples. Qui la répandait? Que disait-il exactement? Essayait-il d'interférer avec mon emploi ou mon accès? Tentait-il de contacter des gens sur mon lieu de travail? J'ai senti la chaleur monter derrière mes yeux, pas de tristesse, mais de quelque chose de plus froid. De la colère, oui, mais aussi un profond dégoût que mon père ait poussé les choses aussi loin. Il ne m'avait pas seulement insulté. Il avait tendu la main vers ma vie professionnelle et essayé de l'empoisonner parce qu'il ne pouvait pas me contrôler. Mon superviseur a demandé si mon père s'était présenté au bâtiment. J'ai dit oui, sur le parking. J'ai gardé ma voix égale en expliquant. J'ai dit qu'il avait essayé de me parler. J'ai dit qu'il avait fait des commentaires sur le fait d'avertir mes collègues. J'ai dit que j'avais depuis engagé une procédure de mise en demeure formelle par voie légale. Le colonel Mercier a demandé si j'avais des documents. Je lui ai dit que oui. J'ai proposé les accusés de réception du courrier recommandé. J'ai proposé l'enregistrement audio de mon cousin, Lucas, celui qui capturait mon père et ma mère parlant librement. Le colonel Mercier a levé la main et a dit qu'il n'avait pas besoin de l'enregistrement à moins qu'on ne le demande légalement. Il a dit qu'il n'était pas intéressé par le drame familial. Il était intéressé à s'assurer que personne ne pouvait me compromettre, ni par des menaces, ni par de faux récits, ni par du harcèlement. Les mots m'ont frappé d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Pendant des années, on m'avait dit que j'étais faible. Inutile. Moins que rien. Maintenant, un officier supérieur me disait, dans les termes les plus simples, que ma sécurité comptait parce que mon rôle comptait. Pas parce que j'étais parfaite. Pas parce que j'avais fait un grand geste. Parce que je faisais partie d'un système qui ne fonctionnait pas au favoritisme. Il fonctionnait selon des normes. Le colonel Mercier a posé une dernière question. Il a demandé si l'un des membres de ma famille avait tenté d'utiliser mon nom ou mon statut pour obtenir un accès à quelque chose. Un contact. Une recommandation. Une habilitation. N'importe quoi de ce genre. J'ai secoué la tête au début, puis j'ai hésité. J'ai dit que je ne le pensais pas. Puis je me suis souvenu de quelque chose que j'avais essayé d'ignorer.
Justine avait mentionné en passant que son cabinet d'avocat pourrait travailler avec des clients gouvernementaux un jour. Elle l'avait dit avec un petit sourire suffisant, comme si la proximité avec mon monde élevait le sien. J'avais levé les yeux au ciel et changé de sujet. J'ai parlé de ce commentaire au colonel Mercier, en précisant bien que je n'avais jamais offert d'aide et que je ne le ferais jamais. Le colonel Mercier n'a pas réagi émotionnellement. Il a simplement hoché la tête et écrit une note. Il a dit merci. Il a dit que je pouvais retourner travailler. Il a dit que si quelqu'un me contactait ou se présentait à nouveau, je devais le signaler immédiatement. J'ai quitté le bureau en me sentant tremblante d'une manière différente d'avant. Pas fragile. Alerte. Comme une personne qui réalise que la porte qu'elle vient de verrouiller a un deuxième verrou qu'elle ne connaissait pas. Pendant les jours suivants, rien d'évident ne s'est produit. Pas de nouveaux appels. Pas de nouveaux messages. Mon père restait à l'écart. Le silence tenait bon. J'essayais de laisser mon système nerveux se calmer, essayais de me dire que mes limites fonctionnaient. Puis, un après-midi, un email inconnu est apparu dans ma boîte de réception professionnelle provenant d'une adresse interne. Il était bref, me demandant de confirmer que je n'avais aucune implication dans une demande de vérification d'affiliation militaire à des fins professionnelles par une partie externe. La formulation était si formelle qu'elle semblait irréelle. Je fixais l'écran, mes doigts planant au-dessus du clavier. J'ai répondu immédiatement, déclarant clairement que je n'avais demandé aucune vérification, n'avais donné aucune permission pour que quiconque utilise mon affiliation, et n'avais fourni aucune recommandation personnelle. J'ai appuyé sur envoyer et me suis rassise, le cœur battant plus fort qu'il n'aurait dû pour un simple email. Ce soir-là, j'ai appelé Lucas. Je ne lui avais pas parlé depuis qu'il avait envoyé l'enregistrement. Je ne voulais pas l'entraîner dans le gâchis plus qu'il ne l'était déjà. Mais quelque chose dans mes tripes me disait qu'il pourrait savoir ce qui se passait à l'intérieur de cette maison. Il a répondu à la deuxième sonnerie, voix basse, comme s'il sortait pour parler. Il m'a dit que mon père était furieux de la mise en demeure. Il a dit que mon père déblatérait sur le fait que je pensais être meilleur que maintenant. Il a dit que maman pleurait par intermittence, pas parce qu'elle était désolée, mais parce qu'elle détestait que les gens parlent. Il a dit que Justine s'en prenait à tout le monde, me blâmant pour tout ce qui allait de travers. J'ai demandé quoi d'autre. Lucas a hésité, puis a dit quelque chose qui a fait tomber mon estomac dans mes talons. Il a dit que Justine racontait aux gens qu'elle travaillait comme avocate. Pas assistante juridique. Pas stagiaire temporaire. Avocate. Il a dit qu'elle s'était appuyée lourdement sur cette histoire à l'église, au dîner, en ligne. Il a dit que mon père adorait ça, parce que ça donnait l'impression que la famille était gagnante. Il a dit que mon père avait même laissé entendre que mon rôle militaire rendait toute la famille importante, comme si nous avions des relations. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Je savais que Justine exagérait. Je savais que mon père gonflait les histoires quand ça l'arrangeait. Mais l'entendre exposer aussi clairement rendait la chose plus laide que je ne m'étais permis de l'admettre. J'ai demandé à Lucas si le cabinet de Justine connaissait la vérité sur son statut. Il a dit qu'il le pensait. Puis il a ajouté, presque à contre-cœur, que mon père parlait de la façon dont la famille était proche de devenir quelque chose de grand, comment Justine était sur la bonne voie, comment ils obtenaient enfin la reconnaissance qu'ils méritaient. La voix de Lucas s'est tue un moment, puis il a dit qu'il n'avait jamais entendu mon père parler comme ça de moi. Pas une seule fois. Après avoir raccroché, je me suis assise dans le salon sombre, mon téléphone à la main, fixant le reflet des lampadaires sur la fenêtre. Je sentais quelque chose de lourd dans ma poitrine, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était la douleur familière d'être effacé. Même maintenant, même après tout, mon père pouvait utiliser mon existence pour décorer son histoire, mais il ne pouvait pas se résoudre à me valoriser en tant que personne. 2 jours plus tard, le colonel Mercier a demandé à me voir à nouveau. Cette fois, il m'a rencontré dans une salle de conférence, pas son bureau. La pièce était vide à l'exception d'une table et d'une pile de dossiers. Il m'a dit de m'asseoir. Il s'est assis en face de moi, posture droite, yeux calmes. Il a dit que l'enquête avait confirmé ce que je leur avais dit. Les rumeurs sur mon instabilité provenaient de sources extérieures, spécifiquement liées à ma famille. Il a dit que cette partie était maintenant documentée, et qu'elle ne se reflèterait pas négativement sur moi. Le soulagement m'a envahi si vite que j'ai dû cligner des yeux. Puis il a dit qu'il y avait un autre élément. Il a dit que pendant l'enquête,
le bureau de sécurité avait reçu une demande de vérification non liée, connectée à un cabinet d'avocat local. Il a dit que le cabinet effectuait des vérifications internes en raison de problèmes de réputation. Il n'a pas dit le nom de ma sœur au début. Il a simplement dit qu'une stagiaire liée à ma famille se présentait d'une manière qui ne correspondait pas à son statut réel. Ma gorge s'est serrée à nouveau. Je n'ai pas parlé. Je n'avais pas à le faire. Le colonel Mercier a dit qu'il n'était pas impliqué dans les décisions du cabinet. Il a souligné cela. Il a dit que tout ce qu'il avait fait était de confirmer que personne n'avait l'autorisation d'utiliser mon affiliation, et qu'il y avait des inquiétudes quant à ma famille tentant de tirer parti de ma position. Il a dit que le cabinet, dans le cadre de sa propre gestion des risques, avait choisi d'examiner le dossier de la stagiaire et sa présence en ligne. Il a dit que des incohérences avaient été trouvées. Il a dit que le cabinet prenait des mesures. Je suis resté immobile, essayant de traiter les mots. Mon premier réflexe a été la peur. Pas pour Justine. Pour ce que cela signifiait. Pour comment cela me reviendrait en pleine figure. Pour la réponse de mon père. Je l'imaginais hurlant à la trahison, au sabotage, à ma supposée instabilité mentale. J'imaginais la voix tremblante de maman. J'imaginais la rage de Justine. Le colonel Mercier m'observait tranquillement. Il a demandé si je comprenais. J'ai dit que oui. Ma voix sonnait plate à mes propres oreilles. Il m'a dit une dernière chose. Il a dit que je devrais me préparer à une escalade à la maison. Il a dit que les gens qui comptent sur le contrôle réagissent souvent fortement lorsque le contrôle est retiré. Il m'a conseillé de documenter toute tentative de contact et de continuer à utiliser les canaux appropriés. Il m'a rappelé que mon travail était de rester professionnel, stable et protégé. Quand la réunion s'est terminée, je suis retourné à mon bureau en me sentant engourdi et lucide à la fois. Je ne me sentais pas victorieuse. Je n'avais pas l'impression d'avoir gagné quoi que ce soit. Je n'avais pas demandé ça. Je ne l'avais pas planifié. Je n'avais même pas voulu que la vie de Justine implose. Je voulais que ma famille arrête de mentir sur moi. Et pourtant, la vérité a son élan. Cette nuit-là, je suis resté au lit à fixer le plafond, écoutant le bourdonnement du chauffage et le son lointain de la télévision d'un voisin à travers le mur. Je pensais à toutes ces années où mon père s'était moqué de mon travail, l'avait qualifié d'inutile, l'avait traité comme une voix inférieure. Et maintenant, ce même système, celui qu'il méprisait, avait tranquillement exposé la pourriture sous son histoire préférée. J'ai compris alors que je ne pouvais pas contrôler ce que la vérité touchait une fois mise en mouvement. Je ne pouvais contrôler que ce que je choisissais d'en faire. Et alors que je dérivais vers le sommeil, une pensée s'est installée dans mon esprit avec une clarté étrange et stable. La vérité n'a pas besoin de ma permission pour avancer. Elle a sa propre gravité. J'ai appris cela dans les jours qui ont suivi, non pas par des appels téléphoniques dramatiques ou des confrontations bruyantes, mais par la façon tranquille dont les conséquences s'infiltrent dans la vie quotidienne. Le karma n'arrive pas toujours avec des feux d'artifice. Parfois, il se présente comme un courant d'air sous une porte, inaperçu jusqu'à ce que toute la pièce semble plus froide. Je n'ai pas appelé Justine. Je n'ai pas envoyé de SMS à maman. Je n'ai pas demandé de nouvelles à Lucas. Après cette réunion avec le colonel Mercier, j'ai pris une décision qui semblait étrange au début. Je ne poursuivrai pas les retombées. Je ne rafraîchirai pas mon téléphone comme une adolescente attendant des potins. Je ne laisserai pas leur chaos devenir mon divertissement. J'avais passé trop d'années à être aspiré dans leur tempête. Si la vérité avançait toute seule, j'allais continuer à marcher dans la direction opposée. C'était plus difficile que ça en a l'air. Quand vous grandissez dans une famille où tout est l'affaire de tout le monde, le silence semble contre nature. On a l'impression de refuser de participer à la seule langue qu'on nous a apprise. Mais je continuais à me rappeler que mon travail n'était plus de gérer leurs émotions. Mon travail était de rester stable. De rester propre. De rester hors du gâchis dans lequel ils essayaient sans cesse de me ramener. Le travail aidait. C'était toujours le cas. Il y a quelque chose d'ancrant dans une routine où les gens attendent de vous que vous soyez compétent, pas docile. J'ai passé de longues heures dans des salles sécurisées avec des lumières fluorescentes et le cliquetis doux des claviers tout autour de moi. Je me concentrais sur les alertes, les journaux, les modèles. Sur le genre de travail invisible qui empêche les systèmes de s'effondrer. Je prenais mes pauses déjeuner sans vérifier mon téléphone personnel.
Je répondais aux messages de mon superviseur, pas de ma famille. Je rentrais chez moi, je cuisinais le dîner et je regardais de vieilles émissions de télévision qui semblaient réconfortantes et familières. Puis le premier indice m'a atteinte quand même. Il est venu d'une femme à l'église. Pas l'église de mes parents, mais une petite paroisse près de mon appartement où j'allais parfois quand j'avais l'énergie. Je n'y allais pas souvent, mais ce dimanche-là j'y suis allé parce que j'avais besoin de m'asseoir quelque part de calme qui ne ressemblait ni à une base ni à une salle d'audience. Je portais un pull simple et un jean. J'ai gardé la tête basse, je me suis glissé sur un banc près du fond, et j'ai écouté des hymnes qui me rappelaient l'enfance avant que je ne comprenne ce qui se passait à l'intérieur de ma propre maison. Après le service, une femme que je connaissais à peine s'est approchée de moi près de la table à café. Elle avait la soixantaine, des yeux gentils et une voix douce. Elle m'a demandé si j'allais bien. Son ton était doux, mais il y avait quelque chose de prudent, comme si elle choisissait ses mots avec une attention particulière. Je lui ai dit que j'allais bien. Elle a hoché la tête, puis a dit qu'elle avait entendu des choses sur ma famille dans les Yvelines. Elle a dit que ça avait l'air compliqué. Elle a dit qu'elle était désolée. Mon estomac s'est noué. Je l'ai remerciée et j'ai dit que j'appréciais, puis je suis parti avec mon café intact. Sur le trajet du retour, mon esprit a passé en revue les possibilités. Les gens disent rarement « j'ai entendu des choses » à moins que les choses ne se répandent déjà au-delà des personnes impliquées. Cela signifiait que l'histoire de ma famille, celle qu'ils avaient essayé de contrôler, glissait dans d'autres espaces. Cela signifiait qu'ils ne parlaient plus seulement à l'intérieur de leur maison. On parlait d'eux. Ce même après-midi, Lucas a envoyé un message d'un nouveau numéro. Il n'a pas dit bonjour. Il n'a pas demandé si j'avais le temps. Il a juste écrit qu'il pensait que je devrais savoir quelque chose. J'ai fixé l'écran un long moment avant de répondre. Je lui ai dit qu'il pouvait le dire. Il a répondu que Justine avait perdu son poste au cabinet d'avocat. J'ai lu cette ligne 2 fois. Cela ne m'a pas apporté de joie. Cela ne m'a pas apporté de satisfaction. Cela m'a apporté une immobilité étrange, le genre qui s'installe dans votre poitrine quand une vérité prend enfin forme. Justine avait bâti son identité sur une histoire. Papa et maman avaient bâti leur fierté sur cette même histoire. Elle était la future avocate. Celle qui ferait briller la famille. Celle qui porterait le nom vers quelque chose que les gens respectaient. Maintenant l'histoire s'était fissurée, et les fissures ne restent pas petites. Lucas a écrit à nouveau, ajoutant que c'était arrivé rapidement. Que Justine était rentrée à la maison en larmes et en colère, claquant les portes, hurlant que je l'avais ruinée. Que papa faisait les 100 pas dans la cuisine en criant à la trahison. Que maman pleurait et répétait qu'elle ne pouvait pas croire que cela leur arrivait. À eux. Pas à moi. Pas à la fille dont il avait dit qu'il souhaitait qu'elle ne soit jamais née. À eux. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai posé mon téléphone sur le siège passager et j'ai continué à conduire, les mains stables sur le volant, les yeux vers l'avant. Je ne voulais pas donner à Lucas l'impression que j'avais besoin des détails. Je n'en avais pas besoin. Mais je voulais qu'il comprenne une chose. J'ai répondu que j'étais désolé qu'il soit coincé au milieu. Je lui ai dit de prendre soin de lui. Je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de me tenir au courant à moins que quelque chose n'affecte ma sécurité. Il a répondu par un seul mot. Compris. La semaine suivante est passée par petits morceaux. J'ai travaillé. J'ai dormi. J'ai fait mes courses. J'ai fait une promenade quand l'air était assez chaud pour respirer sans douleur. Et pourtant, les conséquences continuaient de résonner vers moi. Pas directement de ma famille. Des bords de leur monde. Un matin, un collègue qui savait que je venais de la région parisienne a mentionné qu'il avait vu un post dans un groupe communautaire en ligne. Il a dit que ça ressemblait à un drame familial, quelque chose à propos d'une femme poussée dehors après une dispute à Noël. Il a ri légèrement comme si c'était inoffensif. J'ai souri poliment et changé de sujet. Mon cœur battait un peu plus vite, mais je ne l'ai pas laissé paraître. C'était comme ça que le karma fonctionnait parfois. Il ne punissait pas seulement. Il exposait. Il transformait la cruauté privée en malaise public. Il obligeait les gens qui aimaient autrefois paraître impressionnants à vivre maintenant dans la gêne d'être connus. Lucas a envoyé un message à nouveau 2 jours plus tard. Il a dit que les rumeurs dans la communauté juridique locale se répandaient vite.
C'était un petit monde là-bas, un réseau serré de cabinets, d'assistants, de greffiers et de personnel judiciaire qui se parlaient constamment. Il a dit que le nom de Justine était devenu un murmure d'avertissement. Il a dit que le cabinet n'avait pas fait d'annonce dramatique, mais les gens remarquaient quand quelqu'un disparaissait sans explication. Les gens remplissaient les blancs avec leurs propres conclusions. J'imaginais Justine dans sa robe verte près de la cheminée, se prélassant dans les louanges, agissant comme si elle était déjà arrivée. J'imaginais papa souriant large, racontant à tout le monde son avenir. J'imaginais maman debout à côté de lui, les yeux brillants d'une fierté qui ne m'appartenait jamais. Puis j'imaginais cette même maison des semaines plus tard, plus calme, les lumières toujours allumées mais l'énergie différente. Le genre de calme qui vient après que les gens arrêtent d'appeler. Lucas a écrit que leurs amis de l'église gardaient leur distance. Que les gens étaient polis mais froids. Que les invitations avaient ralenti. Que maman avait manqué un service et que les gens l'avaient remarqué. Que papa se plaignait d'être jugé. Je n'ai répondu par aucun commentaire sur ce qu'il méritait. Je n'ai pas répondu du tout. Pas parce que j'essayais d'être cruel, mais parce que chaque fois que j'imaginais revenir dans leur histoire, je sentais le vieux piège m'attendre. Le vieux rôle. La réparatrice. La pacificatrice. La fille qui absorbe tout et s'excuse de saigner. Je m'étais promis de ne pas retourner à ça. Un soir, alors que j'étais assise sur mon canapé avec un bol de soupe en équilibre sur mon genou, je me suis retrouvé à fixer le mur et à ressentir quelque chose d'inattendu. Pas de culpabilité. Pas de regret. Quelque chose comme du vide. Le genre qui suit un changement majeur, même quand le changement est nécessaire. J'ai réalisé que j'avais toujours cru que les conséquences sembleraient dramatiques. Comme une scène de film. Comme un claquement de porte bruyant et un moment triomphant où la personne les égagne enfin. Mais la vraie vie ne vous donne pas souvent ce genre de satisfaction propre. La vraie vie vous donne du silence, de petites mises à jour et de longues périodes où vous existez simplement avec la connaissance que votre famille s'effondre sans vous. J'ai pensé à ce mot s'effondrer et j'ai senti une vérité dure monter dans ma gorge. Ils ne s'effondraient pas parce que j'étais parti. Ils s'effondraient parce qu'ils avaient bâti leur famille sur des mensonges. Ils l'avaient bâti sur l'idée que le succès de Justine comptait plus que ma dignité. Ils l'avaient bâti sur la croyance que mon argent était à eux pour la signer. Ils l'avaient bâti sur le confort d'avoir une fille qui avalerait la douleur en silence pour qu'ils puissent continuer à sourire. Quand j'ai arrêté d'avaler, la structure a tremblé. Quelques jours plus tard, Lucas a appelé au lieu d'envoyer un SMS. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Sa voix semblait fatiguée. Il a dit qu'il appelait parce qu'il pensait que mon père pourrait faire quelque chose de stupide. Il a dit que papa était furieux, me blâmant pour la perte d'emploi de Justine, blâmant l'armée, blâmant tout le monde sauf lui-même. Il a dit que papa répétait sans cesse qu'il allait arranger ça. Qu'il allait remettre les gens à leur place. Qu'il allait s'assurer que tout le monde sache que j'étais instable. Entendre cela a fait se tendre mes épaules. Lucas a dit que maman n'aidait pas. Maman pleurait, disant qu'elle ne reconnaissait plus sa propre vie. Disant qu'elle était rejetée. Disant qu'elle ne comprenait pas pourquoi les gens étaient si froids. Pas une seule fois, a dit Lucas, maman n'a mentionné les mots que papa m'avait dit à la fête de Noël. Pas une seule fois elle n'a dit qu'ils étaient allés trop loin. Elle ne parlait que de ce qui lui arrivait à elle. J'ai remercié Lucas pour l'avertissement et lui ai dit que j'avais une protection juridique en place. Je lui ai dit que si mon père me contactait ou se présentait à nouveau, je le signalerais. Lucas a expiré et a dit qu'il détestait que ça en soit arrivé là. Je lui ai dit que moi aussi, et je le pensais. Après la fin de l'appel, je me suis assise dans le calme de mon appartement et j'ai écouté le réfrigérateur ronronner. J'ai senti la traction familière de l'empathie, la partie de moi qui voulait encore intervenir et améliorer les choses, même pour les gens qui m'avaient blessé. Cette traction était une habitude, pas une vertu. Je devais me le rappeler. L'empathie sans limite est juste un abandon de soi. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre. Dehors, le parking était calme. Une femme portait des courses à sa voiture. Un adolescent lançait un ballon de basket dans un panier près du trottoir. La vie ordinaire continuait. À l'intérieur de ma poitrine, j'ai senti une étrange stabilité s'installer à nouveau. Un calme qui ne dépendait pas de l'approbation ou de la compréhension de ma famille.
Un calme qui venait de la connaissance que je ne participais plus à l'histoire qu'ils écrivaient sur moi. Le karma traversait leur vie, non pas comme une punition bruyante, mais comme une lente rotation du monde. Des portes qui se ferment. Des invitations qui se tarissent. Des gens qui détournent le regard. Le genre de conséquences qui blessent les gens qui se soucient plus de la réputation que des relations. Et pour la première fois, je ne me sentais pas responsable de gérer les retombées. J'ai compris quelque chose de simple et difficile. Le karma ne crie pas. Il n'a pas besoin d'un public. Il n'a pas besoin que je le dirige. Il arrive juste, tranquillement, et laisse les gens vivre à l'intérieur de la vérité qu'ils ont essayé si fort d'enterrer. Je pensais que ce serait la fin. Pas une fin nette, pas une fin satisfaisante, mais une fin tout de même. Le genre où le bruit s'estompe et où chacun se retrouve avec ce qu'il a construit. Je me suis dit que j'avais fini d'attendre quoi que ce soit d'eux. Je me suis dit que le silence n'était pas seulement ma limite, mais ma liberté. Puis les excuses ont commencé. Elles ne sont pas venues tout en même temps. Elles ne sont pas venues bruyamment. Elles sont venues comme tout le reste dans ma famille l'avait toujours fait, dans le désordre et trop tard. Le premier message est venu de Justine. Il est arrivé tard dans la nuit, vers 23 heures, quand l'appartement était calme et que la seule lumière dans mon salon provenait de la lampe à côté du canapé. Je venais de finir de laver une tasse et de la poser sur l'égouttoir quand mon téléphone a vibré. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran sans réfléchir, puis je me suis figé en voyant son nom. Je l'ai fixé un long moment. Mon pouce planait au-dessus de la notification. Une partie de moi voulait l'effacer sans lire. Une autre partie, la partie la plus ancienne, voulait savoir ce qu'elle avait à dire maintenant que son monde s'était fissuré. Je me suis assise lentement et j'ai ouvert le message. Ce n'était pas long. Pas de langage dramatique. Pas d'accusation. Juste des mots qui semblaient plus lourds que je ne l'espérais. Elle écrivait qu'elle était désolée. Elle écrivait qu'elle avait été égoïste et aveugle. Elle écrivait qu'elle avait toujours su, au fond, que papa la favorisait et que maman le permettait, mais qu'elle n'avait jamais pensé à ce que cela signifiait pour moi. Elle a admis qu'elle avait pris l'argent, les louanges, la protection, sans se demander d'où ça venait. Elle a admis qu'elle avait ri de choses qui auraient dû la glacer. Elle écrivait que perdre son poste l'avait forcée à se regarder d'une manière qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Que le fait d'être assise à la maison sans personne qui appelle, personne qui la loue, avait dépouillé la version d'elle-même qu'elle jouait. Elle écrivait qu'elle ne s'attendait pas au pardon. Elle écrivait qu'elle voulait juste que je sache qu'elle comprenait enfin. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas senti en colère. Ce que j'ai ressenti était une étrange immobilité, comme se tenir dans les conséquences d'une tempête qui est déjà passée. Ces mots étaient sincères. Je pouvais le sentir. Ils n'étaient pas écrits pour impressionner qui que ce soit. Ils étaient écrits par quelqu'un qui était tombé et avait réalisé que le sol était plus dur qu'elle ne l'imaginait. Mais la sincérité n'efface pas les années. J'ai pensé à tous les moments où elle était restée silencieuse quand il me rejetait. Les fois où elle souriait pendant que je payais pour des choses et qu'elle était félicitée d'exister. La façon dont elle avait levé les yeux au ciel quand je parlais de mon travail, de ma vie, de mon épuisement. J'ai pensé au soir de Noël, à la robe verte, à la façon dont elle avait semblé presque ennuyée pendant que papa parlait de mon utilité puis m'effaçait d'une phrase. J'ai compris quelque chose alors que je n'avais pas pleinement compris auparavant. Les excuses n'ont pas besoin d'être fausses pour être insuffisantes. J'ai tapé ma réponse avec soin. Pas parce que je voulais être gentille, mais parce que je voulais être claire. J'ai écrit que je lui souhaitais bonne chance. C'était tout. Pas d'explication. Pas de réconfort. Pas de réouverture de porte. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai posé le téléphone face contre terre sur la table. Le lendemain matin, je me suis réveillé en me sentant plus légère que je ne le pensais. Pas soulagée. Pas triomphante. Juste apaisée. Je n'avais pas argumenté. Je ne m'étais pas défendu. Je n'étais pas revenu dans le rôle de gardienne émotionnelle. J'avais reconnu ces mots sans m'offrir comme solution. Cela comptait plus que je ne le réalisais. Une semaine a passé. Puis une lettre est arrivée. C'était une lettre physique, une enveloppe épaisse, mon adresse écrite de l'écriture familière et bouclée de maman. Je l'ai reconnue instantanément et j'ai senti ma poitrine se serrer, non de peur, mais d'agacement.
Ils n'avaient pas appelé. Ils n'avaient pas envoyé de SMS. Ils avaient choisi la seule forme de communication qui exigeait du temps et un travail émotionnel. J'ai laissé l'enveloppe sur le comptoir pendant 2 jours. Le 3e soir, après le dîner, je me suis assise à la table et je l'ai ouverte. La lettre était longue. Plusieurs pages. Le papier sentait vaguement la maison de maman, comme la lessive et quelque chose de floral. Je l'ai lu lentement, en partie parce qu'elle était dense, et en partie parce que je voulais remarquer ce qui était dit et ce qui ne l'était pas. Maman en avait écrit la plus grande partie. Je pouvais le dire au ton émotionnel, sinueux, plein d'explications. Elle écrivait qu'elle n'avait jamais voulu me blesser. Que tout ce qu'il faisait était par amour. Que les familles font des erreurs. Que Noël avait été stressant. Qu'il ne pensait pas ce qu'il disait, qu'il avait été submergé et inquiet et incompris. Elle écrivait que j'avais toujours été sensible. Que l'armée m'avait changé. Qu'elle s'inquiétait pour moi. Qu'elle souhaitait que je rentre à la maison pour que nous puissions parler en famille. Il a ajouté un paragraphe à la fin. C'était plus court. Plus froid. Il a écrit qu'il était désolé si je me sentais blessé. Il a écrit que ces mots avaient été sortis de leur contexte. Il a écrit que j'avais embarrassé la famille en rendant les choses légales. Il a écrit que Justine était en difficulté et que je devrais considérer les conséquences de mes choix. Il a écrit qu'il attendait toujours mieux de moi. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai remise dans l'enveloppe. Je n'ai ressenti aucune envie de répondre. Pas même pour corriger les faits. Parce que la lettre n'était pas une excuse. C'était une défense. C'était une tentative de me ramener dans l'ancienne dynamique, où ma douleur était négociable et leurs intentions étaient sacrées. C'était une tentative de recadrer ce qui s'était passé comme un malentendu plutôt qu'un modèle. C'était une tentative de faire de ma réaction le problème au lieu de leur comportement. J'ai placé l'enveloppe dans un tiroir et je l'ai fermée. Des jours plus tard, un autre message est arrivé, cette fois de l'adresse email de maman. C'était plus court que la lettre, mais cela portait le même ton. Elle écrivait que je lui manquais. Elle écrivait qu'elle ne comprenait pas pourquoi je les punissais. Elle écrivait que les familles pardonnent. Elle écrivait que s'accrocher à la colère ne blesse que la personne qui la tient. Je l'ai lu une fois et je l'ai archivé. Je ne m'accrochais pas à la colère. Je m'accrochais à la clarté. Il y a une différence. La partie la plus difficile n'était pas de résister à la culpabilité. La partie la plus difficile était de résister à l'envie familière de m'expliquer. De justifier mon silence. De leur faire voir que je n'étais pas cruelle, que je n'étais pas froide, que je ne punissais personne. Mais cette impulsion venait du même endroit que tout ce que j'avais fait pour eux. La croyance que j'avais besoin de gagner mon droit d'exister sans être blessé. Je n'avais plus besoin de ça. Un après-midi, alors que j'étais assise dans mon salon avec un livre ouvert sur mes genoux, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un appel manqué d'un numéro que je reconnaissais mais n'avais pas enregistré. Papa. Je l'ai regardé sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Je n'ai pas bloqué le numéro. Je n'en ai pas ressenti le besoin. Je me faisais assez confiance maintenant pour savoir que je ne répondrais pas. Ce soir-là, je suis allé me promener dans mon quartier. Le soleil était bas, l'air frais. Les maisons brillaient doucement de l'intérieur. J'ai croisé des couples promenant des chiens, des enfants faisant du vélo, un homme plus âgé arrosant sa pelouse. Scènes ordinaires. Scènes paisibles. J'ai pensé à combien de fois j'avais imaginé ce moment se déroulant différemment. Lui s'excusant sincèrement. Maman admettant qu'elle m'avait failli. Justine prenant ma défense. Une réconciliation propre où tout le monde apprenait et grandissait. Cette histoire n'avait jamais été réaliste. Ce que j'avais à la place était quelque chose de plus calme. Une vérité qui s'installait dans mes os. Certaines excuses ne sont pas destinées à guérir la personne qui a été blessée. Elles sont destinées à sauver la personne qui les prononce. Elles ne viennent pas de la responsabilité, mais de l'inconfort. Pas de l'empathie, mais de la peur de la perte. Elles demandent l'absolution sans offrir de réparation. Elles veulent que la douleur disparaisse pour que le miroir puisse être rangé. J'ai atteint mon appartement et déverrouillé la porte. À l'intérieur, c'était chaud. Familier. À moi.
J'ai posé mes clés sur la table et je me suis appuyé contre le mur un moment, laissant le calme m'entourer. Je ressentais de la tristesse, oui. De la tristesse pour la famille que je n'avais jamais vraiment eue. De la tristesse pour les versions d'eux qui auraient pu exister dans une autre vie. Mais je ressentais aussi autre chose. De la paix. Le genre qui vient quand on arrête de confondre les mots avec le changement. Je savais alors que je ne répondrais plus à aucune excuse qui me demandait de disparaître pour que les autres se sentent mieux. Et en éteignant les lumières et en me préparant à dormir, j'ai compris quelque chose qu'on ne m'avait jamais appris en grandissant. Il y a des excuses qui arrivent trop tard. Et parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de les laisser rester ainsi. La vie ne s'est pas arrêtée après cette réalisation. Elle a continué à avancer, tranquillement mais sûrement, comme la vie le fait toujours quand vous arrêtez enfin de vous disputer avec elle. Des semaines ont passé. Puis des mois. L'hiver s'est adouci en un début de printemps, et le monde derrière la fenêtre de mon appartement a commencé à changer de petites manières pleines d'espoir. La neige a fondu en plaques d'herbe brune. Des bourgeons sont apparus sur des arbres que j'avais croisés 100 fois sans les remarquer. Tant de ma vie avait été passée à survivre que j'avais presque raté le moment où j'ai commencé à vivre. Marc l'a remarqué avant moi. Il faisait partie de ma vie depuis un moment, bien avant Noël, bien avant que tout ne s'effondre. Il connaissait mon histoire familiale dans les grandes lignes, mais pas les détails. J'avais toujours fait attention à ne pas apporter ce poids dans notre relation. Pas parce que je ne lui faisais pas confiance, mais parce que j'apprenais encore à le porter moi-même. Marc était stable d'une manière qui ne demandait pas d'attention. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Quand je m'éloignais émotionnellement, il ne me poursuivait pas. Il restait simplement. Quand je posais des limites, il les respectait sans avoir besoin d'explication. Cela seul semblait radical. Un soir de fin mars, nous étions assis sur le canapé en mangeant un plat à emporter, nos jambes emmêlées, la télévision jouant doucement en fond. Il a attrapé ma main et l'a tenue plus longtemps que d'habitude. Je me suis tourné pour le regarder, m'attendant à une question ou un commentaire. Au lieu de cela, il a souri, nerveux d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Il a dit qu'il m'aimait. Il a dit qu'il aimait la façon dont je bougeais dans le monde. La façon dont je tenais bon. La façon dont je m'étais reconstruite sans devenir amère. Il a dit qu'il ne voulait plus attendre pour dire ce qu'il portait. Puis il a mis la main dans sa poche. Le moment semblait irréel. Pas cinématographique. Pas dramatique. Juste profondément humain. Ma poitrine s'est serrée, et pendant une fraction de seconde, la vieille peur a essayé de faire surface. La peur que les bonnes choses soient temporaires. Que le bonheur vienne toujours avec des conditions. Marc m'a demandé de l'épouser. Je n'ai pas hésité. J'ai dit oui, et le mot est sorti clair et fort, sans doute caché derrière. Quand il a glissé la bague à mon doigt, quelque chose en moi a changé. Pas parce qu'une bague change qui vous êtes, mais parce que j'ai réalisé à quel point j'étais loin de la fille qui croyait qu'elle n'avait de valeur que lorsqu'elle était utile. Nous ne l'avons pas dit à beaucoup de gens tout de suite. Nous sommes restés avec la nouvelle, la laissant devenir la nôtre avant de la partager avec le monde. Quand nous l'avons annoncé, nous avons fait simple. Une photo de nos mains jointes. Une légende courte. Pas d'explication. Les réponses ont afflué. Amis. Collègues. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Des messages de félicitations, d'excitation, de chaleur. Je les ai lus lentement, me laissant ressentir le soutien sans m'en détourner. Puis, inévitablement, ma famille l'a appris. Le premier message est venu de maman. Elle a écrit qu'elle avait appris la nouvelle et voulait me féliciter. Elle a écrit qu'elle espérait que cela signifiait que j'étais heureuse. Elle a écrit qu'elle adorerait être impliquée, aider à planifier, arranger les choses. J'ai fixé le message longtemps. C'était soigneusement formulé. Poli. Presque doux. Mais en dessous, je pouvais encore sentir l'attraction familière. La tentative de revenir dans ma vie maintenant qu'il y avait quelque chose qui valait la peine d'être célébré. Quelque chose de public. Quelque chose auquel il pouvait assister. Papa a suivi quelques jours plus tard. Son message était plus court. Il a écrit que malgré tout, la famille devrait être présente pour les étapes importantes. Il a écrit que les mariages concernaient l'unité.
Il a écrit que les gens parleraient s'il n'était pas là. Il a écrit que je devrais réfléchir soigneusement avant de prendre une décision que je ne pourrais pas défaire. En lisant ces mots, j'ai senti un calme étrange s'installer sur moi. Pas de colère. Pas de tristesse. De la certitude. Pour la première fois, je ne me sentais pas déchiré entre ce que je voulais et ce qu'ils attendaient. Je n'ai pas ressenti le besoin de m'expliquer. Je n'ai pas ressenti le besoin d'adoucir la vérité pour qu'elle passe mieux. J'ai montré les messages à Marc. Il les a lus tranquillement, sa mâchoire se serrant légèrement, puis m'a regardé et a posé une question simple. « Qu'est-ce que tu veux ?» Personne ne m'avait jamais demandé cela aussi clairement auparavant. J'y ai pensé. Pas longtemps, mais honnêtement. J'ai pensé au fait de me tenir à un hôtel et de voir mon père au premier rang. J'ai pensé au sourire crispé de ma mère. J'ai pensé à Justine assise là, un rappel de tout ce qui avait été pris et jamais rendu. J'ai pensé au poids qui s'installerait dans ma poitrine au moment où je les verrais, à la façon dont mon corps se préparerait à l'impact même un jour censé être joyeux. Puis j'ai pensé à marcher vers Marc, à la vie que nous construisions, à la paix que j'avais tant lutté pour revendiquer. Je connaissais la réponse. J'ai répondu. Je n'ai pas écrit de discours. Je n'ai pas listé de griefs. Je n'ai pas revisité Noël ou l'argent ou la cruauté. J'ai écrit une phrase. J'ai écrit qu'ils n'assisteraient pas à mon mariage. Qu'ils n'étaient pas invités dans la vie dont ils avaient dit un jour qu'elle ne devrait pas exister. J'ai appuyé sur envoyer. Le silence qui a suivi semblait différent d'avant. Plus lourd, mais aussi plus propre. Comme fermer une porte qui était restée ouverte trop longtemps. Maman a répondu en premier, demandant comment je pouvais être si froide. Papa a suivi avec colère, m'accusant de punition, de cruauté, de déchirer la famille. Il a dit que je prouvais tout ce qu'il avait toujours dit sur moi. Je n'ai pas répondu. Parce que cette fois, je ne réagissais pas. Je choisissais. Je me suis assise avec Marc plus tard ce soir-là, ma tête reposant contre son épaule, son bras enroulé autour de moi. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien. Il ne m'a pas dit que tout irait bien. Il m'a simplement tenu, présent et stable. C'était ça, la famille. Au cours des semaines suivantes, nous avons planifié notre mariage tranquillement. Nous avons choisi un petit lieu. Une liste d'invités remplie de gens qui nous connaissaient, qui nous soutenaient, qui nous avaient vus grandir. Il n'y a pas eu de conversation dramatique, pas de négociation, pas de compromis rongé par la culpabilité. Juste de la joie. De la joie simple et honnête. À l'approche de la date, je me suis retrouvé à réfléchir à la personne que j'étais. La fille qui croyait être un plan de secours. Celle qui payait, se taisait, attendait une approbation qui ne venait jamais. Celle qui pensait que l'endurance était la même chose que l'amour. Ce rôle ne m'appartenait plus. Je n'étais pas une remplaçante. Je n'étais pas une pièce de rechange. Je n'étais pas une erreur. J'étais une femme construisant une vie avec quelqu'un qui me choisissait sans condition. Quelqu'un qui n'avait pas besoin que je disparaisse pour se sentir important. Un soir, en enlevant ma bague de fiançailles pour la nettoyer, j'ai attrapé mon reflet dans le miroir. Je paraissais plus âgée qu'il y a un an, mais plus forte. Plus douce à certains endroits. Plus nette à d'autres. J'ai souri. Pas parce que tout était parfait. Mais parce que pour la première fois, je n'attendais pas d'être autorisé à entrer dans ma propre vie. J'avais mis fin au rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Et j'étais enfin libre d'écrire le mien. Les mois précédant le mariage sont passés plus vite que je ne le pensais. Pas dans un flou de chaos ou de stress, mais dans un rythme régulier qui semblait presque irréel après tout ce que j'avais vécu. Je me réveillais la plupart des matins sans le nœud familier dans la poitrine. Je buvais mon café lentement. Je planifiais mes journées sans me préparer à une interruption. Il y avait une confiance tranquille qui grandissait en moi, le genre qui ne s'annonce pas mais change la façon dont vous vous tenez, dont vous parlez, dont vous respirez. Je pensais souvent à ma famille pendant cette période, mais pas de la façon dont j'avais l'habitude. Je ne rejouais pas les disputes ou n'imaginais pas de fins alternatives. Je ne rédigeais pas de messages dans ma tête ou ne répétais pas de conversations qui n'auraient jamais lieu. Au lieu de cela, je regardais l'histoire dans son ensemble, comme prendre du recul par rapport à un tableau pour voir enfin ce que l'artiste faisait depuis le début. Pendant des années, j'avais cru que j'étais le problème.
Que si je pouvais juste être moins sensible, moins fatigué, moins têtu, tout se mettrait en place. Je croyais que mon rôle était d'absorber l'inconfort pour que les autres puissent se sentir à l'aise. Je croyais que l'amour se prouvait par combien vous étiez prêt à endurer sans vous plaindre. Cette croyance ne venait pas de nulle part. Elle m'avait été enseignée, lentement et constamment, par les gens qui étaient censés me protéger. Mon père disait que l'armée était pour les gens qui ne pouvaient pas réussir ailleurs. Il le disait avec désinvolture, comme une blague, mais ses yeux étaient toujours sérieux quand il me regardait. Ma mère ne le contredisait jamais. Elle souriait juste étroitement et changeait de sujet, comme si le silence pouvait adoucir la cruauté. Justine a appris tôt que les louanges venaient facilement si elles correspondaient à l'image qu'il voulait montrer au monde. J'ai appris que la survie signifiait rester utile et invisible en même temps. Quand j'ai enfin arrêté de jouer ce rôle, tout s'est effiloché. Pas parce que j'avais détruit quelque chose de bon, mais parce que ce qui existait ne pouvait pas survivre à l'honnêteté. Cette réalisation s'est ancrée plus profondément à l'approche du mariage. Marc et moi avons choisi une petite cérémonie à dessein. Un lieu calme juste à l'extérieur de la ville, entouré d'arbres et de ciel ouvert. Nous avons invité des amis, des collègues, des gens qui s'étaient présentés pour nous sans qu'on le leur demande. Il n'y avait pas de siège vide réservé pour des gens qui m'avaient fait me sentir petite. Il n'y avait pas de compromis déguisé en pardon. Le matin de la répétition, je me tenais seul dans l'espace vide, la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres, des grains de poussière flottant dans l'air. J'ai posé ma main sur le dossier d'une chaise et j'ai fermé les yeux. Pendant un moment, je me suis laissé imaginer ce que cela aurait fait de marcher dans une allée vers des gens qui avaient un jour souhaité que je ne sois jamais né. La pensée ne faisait plus mal. Elle semblait lointaine, comme ce souvenir d'une vieille blessure qui avait cicatrisé en une cicatrice. Toujours visible, toujours partie de vous, mais ne définissant plus votre mouvement. Cette nuit-là, alors que j'étais assise au bord du lit dans notre appartement, pliant des vêtements dans une petite valise pour le week-end, mon téléphone a vibré. Je savais qui c'était avant de regarder. Papa. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Quelques secondes plus tard, un message est arrivé. Court. Direct. Il écrivait qu'il avait entendu dire que le mariage était bientôt. Il écrivait qu'il voulait une dernière chance de parler. Il écrivait que la vie était trop courte pour garder rancune. Je l'ai lu une fois, puis j'ai posé le téléphone. Je ne gardais pas rancune. Je tenais une limite. Et les limites n'ont pas besoin d'être défendues devant les gens qui vous ont appris à les violer. Je ne l'ai pas bloqué. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement continué à plier les vêtements, plaçant chaque article soigneusement dans le sac. Cela semblait symbolique d'une manière que je ne m'attendais pas. Faire ses bagages pour un avenir qui n'incluait pas le poids du passé. Le jour du mariage lui-même était calme et lumineux. Le ciel était clair, l'air chaud mais pas lourd. Je me tenais avec ma meilleure amie alors qu'elle ajustait le dos de ma robe, ses mains stables, son sourire large. Il y avait des rires à proximité. Quelqu'un a renversé du café et a juré doucement. Quelqu'un d'autre fredonnait une chanson à voix basse. Cela semblait normal. Magnifiquement, merveilleusement normal. Quand j'ai marché vers Marc, mon cœur était plein d'une manière que je n'avais jamais connue. Pas le genre de plénitude qui vient de l'approbation ou de la validation, mais le genre qui vient de l'alignement. De savoir que la vie dans laquelle vous entrez correspond à la personne que vous êtes devenue. Alors que nous nous tenions ensemble, mains jointes, je ne pensais pas à mon père ou à ma mère ou à Justine. Je pensais à la femme que j'étais. Celle qui aurait cru qu'elle ne méritait pas ce moment. Celle qui se serait inquiétée de qui manquait au lieu de qui était présent. Je lui ai souhaité la paix. Après la cérémonie, alors que la soirée s'installait et que les conversations s'adoucissaient en rires et en histoires partagées, je me suis éloigné un moment et je me suis tenu au bord de l'espace. J'ai regardé Marc parler avec mes collègues. J'ai regardé mes amis rire de tout leur corps. J'ai regardé des gens qui connaissaient mon histoire sans jugement célébrer un avenir que j'avais choisi. J'ai ressenti quelque chose proche de la gratitude. Pas pour ce que j'avais enduré, mais pour ce que je refusais d'endurer plus longtemps. Plus tard cette nuit-là, après le départ du dernier invité et la baisse des lumières, Marc et moi étions assis ensemble dans le calme. Ma tête reposait contre son épaule, les sons de la journée résonnant encore doucement dans mon esprit. Il m'a demandé comment je me sentais. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que je me sentais clair.
Clair sur qui j'étais. Clair sur ce que je méritais. Clair sur ce que je n'accepterai plus jamais. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai entendu des bribes sur ma famille par des canaux éloignés. Que mes parents avaient encore du mal socialement. Que Justine occupait un emploi très éloigné de l'image à laquelle elle s'accrochait autrefois. Que mon nom était mentionné de moins en moins. Rien de tout cela n'a suscité quoi que ce soit de dramatique en moi. J'avais passé si longtemps à croire que j'étais la raison pour laquelle les choses étaient brisées. Maintenant je comprenais que m'éloigner n'avait pas détruit ma famille. Cela m'avait simplement empêché de soutenir une structure qui craquait déjà sous le poids de sa propre malhonnêteté. Je n'ai rien gagné. Je ne me suis pas vengé. Je ne me suis pas tenu sur une scène pour pointer du doigt. J'ai choisi la vérité. J'ai choisi le silence. J'ai choisi d'arrêter de participer à mon propre effacement. Ce choix a tout changé. S'il y a une chose que je sais maintenant, c'est ceci. Se faire dire que vous êtes trop ou pas assez ne dit rien de votre valeur et tout des limites des gens qui vous jugent. Certaines familles ne sont pas brisées par la distance. Elles sont révélées par elle. Je n'ai jamais été l'erreur. J'étais le miroir dans lequel ils ne voulaient pas regarder. Et partir ne m'a pas rendu froide ou cruelle. Cela m'a rendu entière. Si on vous a déjà dit que vous étiez trop ou pas assez pour votre propre famille, souvenez-vous de ceci. Le silence peut être un pouvoir, et la vérité peut être la vengeance la plus bruyante.